Impossible d'avoir un rendez-vous avant 3 semaines. Mon fils a 39,5 de fièvre. Que dois-je faire ? Ces situations de plus en plus fréquentes en France illustrent la difficulté d'accès aux soins urgents. Entre la saturation des cabinets médicaux et l'engorgement des services d'urgence, les patients se retrouvent souvent démunis face à des besoins médicaux immédiats. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de SICADOM, la voix du soin à domicile. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir le docteur Huot, médecin qui travaille dans un centre de soins non programmés. Dans cet épisode, nous allons plonger au cœur d'une pratique médicale en pleine évolution. Comment les centres de soins non programmés révolutionnent-ils notre approche des urgences ? Comment s'organisent les soins quand l'imprévu frappe à notre porte ? Le docteur Huot va partager avec nous son expérience unique, son défi quotidien et la vision de l'avenir des centres de proximité. Que vous soyez professionnel de santé, patient ou simplement curieux de comprendre les coulisses de notre système de santé, cet épisode vous donnera un éclairage précieux sur une pratique médicale en pleine mutation. Alors, attachez vos ceintures. Nous partons pour une nouvelle immersion dans le quotidien passionnant d'un médecin en centre de soins non programmés. Donc, merci Dr Huot de nous rejoindre aujourd'hui. Le thème en fait du podcast, on vient de l'expliquer dans l'introduction. Ce que je vous propose en fait, c'est de nous expliquer. On va commencer par nous expliquer le concept et le fonctionnement d'un centre de soins non programmé. Bon, merci de me recevoir. Bonjour à tous et à toutes. Le centre de soins non programmés, ce sont des centres qui accueillent des urgences non vitales qui nécessitent de voir un médecin dans les 48 heures. Sans avoir besoin d'avoir accès à un plateau technique comme il peut y avoir sur l'hôpital. D'accord. Les spécificités justement par rapport à la médecine générale classique ? Les spécificités, c'est une partie de la médecine générale, le soin non programmé, qui aborde les plaies, les infections qui peuvent être gérées en médecine générale ou qui nécessitent un équipement technique de diagnostic qui est accessible en médecine générale, mais souvent peu utilisé car c'est pas la pratique quotidienne. D'accord. Ce que je propose en fait, c'est qu'on reviendra plus en détail. Là, c'était vraiment une introduction pour savoir les choses. On reviendra plus en détail. On va parler un peu de votre expérience en tant que médecin, les choix que vous avez fait par rapport à ça, l'organisation, les aspects positifs que vous trouvez à cette pratique par rapport à la médecine générale ou à d'autres pratiques. Pourquoi du coup, vous avez fait ce choix de carrière et les motivations qui fait que, en médecin, je me dis, tiens, je vais travailler dans un centre de soins non programmés. Alors, je viens du sud de la France et j'ai longtemps hésité entre faire la médecine d'urgence et faire de la médecine générale. À l'internat, à la fin j'ai fait le choix de la médecine générale pour justement avoir accès à une partie des urgences, qui est une spécialité, et pouvoir me reconvertir, on va dire ça comme ça, vers de la médecine générale pour le suivi chronique. Donc j'ai fait mes premiers stages d'internat aux urgences et pour lequel j'ai continué en remplacement dès que ça a été possible à partir de la 2e année, en continuant de prendre des gardes aux urgences. J'ai toujours une appétence pour l'activité d'urgence. J'ai été pompier volontaire pendant des années. Pompier volontaire ou médecin volontaire ? Alors, j'ai été pompier volontaire. D'accord. Et je suis après, avec l'internat, justement, passé du côté médical en étant médecin pompier volontaire. D'accord. Et donc, pompier volontaire pendant combien de temps ? Alors, j'ai commencé jeune sapeur-pompier, et donc à partir de donc 16 une belle ans, carrière. donc à l'âge de 12 ans, et ensuite à 17 ans, rentrer en tant que pompier volontaire, jusqu'à l'âge de 25 ans, l'internat, et pour rentrer en tant que médecin. D'accord. Donc du coup, pareil dans le sud, dans le sud de la France aussi. Les Bouches-du-Rhône ? Les Bouches-du-Rhône et le Gard. Ok. Donc plein de feux de forêt, plein de... Oui, c'est ça, effectivement. Beaucoup moins de montagnes que ce qu'il peut y avoir dans le secteur grenoblois. D'accord. Alors, à Grenoble, les pompiers font pas forcément beaucoup de montagnes, mais c'est une petite guerre. Bref. Et du coup, en fait, la médecine générale, les urgences, c'est ça qui est orienté en disant, en fait, c'est le bon compromis où je vais faire et de la médecine générale et des urgences, et donc du coup, je vais dans un centre de soins non programmés. Ça a été une opportunité qui s'est faite en arrivant dans le secteur après l'internat, en prospectant et dans des services d'urgence pour continuer la pratique des urgences et dans des cabinets de médecine générale. Et en fait, je suis tombé sur ces centres de soins non programmés qui étaient en développement, qui étaient peu connus de l'endroit où j'étais, où il y avait plus la structure d'SOS médecins qui est en ville, Ouais. là où j'habitais.
Et en fait, je connaissais pas du tout. Alors, ça a été l'opportunité d'allier justement la médecine générale et les urgences. D'accord. Et la différence avec SOS Médecins. SOS Médecins, c'est, de ce que j'ai le sentiment moi, c'est que c'est quelque chose qui se déplace au domicile des patients, mais ils ont quand même peu de consultations dans leur cabinet. Vous, si j'ai bien compris, c'est surtout de la consultation au cabinet. Alors nous, c'est uniquement de la consultation au cabinet, tout à fait. SOS Médecins, c'est une association de médecins qui pratiquent effectivement, alors plutôt en centre-ville, dans des zones urbaines, et qui effectivement se déplacent à domicile. Au vu du nombre de consultations et de demandes, beaucoup de centres SOS Médecins ouvrent maintenant des cabinets pour limiter leurs déplacements à domicile. D'accord. Parce que là, vous disiez que eux, c'est une association. Vous, c'est quoi? Vous êtes salarié d'une structure ou en libéral? Comment ça fonctionne? Alors moi, j'exerce en libéral pour une structure qui met à disposition l'ensemble des locaux. On a un forfait journalier pour la structure dans laquelle je travaille. Il y a des structures où ils ont une partie de la rémunération, un pourcentage sur les frais de fonctionnement. D'accord. Donc c'est eux qui vont gérer tout ce qui est la partie secrétariat, qui vont gérer tout la prise de rendez-vous, ou c'est vous qui devez organiser ça, ou la structure a, elle, un système Doctolib, parce que de toute façon, en même temps, aujourd'hui, c'est beaucoup ça. Mais ou alors il y a complètement un autre système et c'est vous que chaque médecin gère son planning comme il veut. Alors le but des centres de soins non programmés, c'est de pas avoir de créneau de rendez-vous fixé vraiment en amont. C'est que toute personne qui a un besoin médical puisse se rendre au centre de soins au centre de soins non programmés. Donc on a un système de prise de rendez-vous sur place. Voilà. Et l'ensemble pour répondre à la question sur les moyens, en fait, oui, effectivement, on a une structure qui nous s'appelle Urge Plus, qui est sur l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc avec des centres dans la Loire, en Isère, dans le Puy-de-Dôme, dans le Cantal, et qui met à disposition les locaux, le matériel. On a un secrétariat, une partie comptabilité pour la structure, c'est-à-dire qu'on arrive, c'est une structure clé en main. On a nos moyens de paiement ou notre matériel médical qu'on préfère, mais sinon, effectivement, tous les centres sont équipés de la même manière et sans avoir besoin de gestion logistique en amont. Ça veut dire que le logiciel de facturation, c'est le vôtre? Non, le logiciel de facturation, c'est le leur. Ouais. Moi, j'ai votre carte CPS et votre voilà, c'est ça, et TPE. notre TPE. Ok. Mais après, du coup, tout ce qui est la facturation à la CPM, les choses comme ça, c'est géré en fait par cette structure. C'est ça, voilà. Après, nous, on a quelques contacts avec la CPM, mais les secrétaires qui sont sur place, on leur laisse, elles gèrent. Souvent, les patients appellent les secrétaires, ou quand nous, on reçoit les mails, on a à leur transférer, elles gèrent très bien les rejets ou d'autres problèmes avec la CPM. D'accord. Et du coup, le rythme de travail, il y a un planning, vous organisez tous ensemble, ou c'est on fait ce qu'on veut, ou parce que comme c'est des centres en général qui sont ouverts, qui étaient ouverts, on en parlera justement après de l'évolution, mais c'était des centres qui étaient ouverts de 8h le matin à minuit. Est-ce que vous avez un arrangement entre vous, ou c'est aujourd'hui il y a 5 médecins, demain il y en a 2 et tant pis? Non, alors les centres sont pour certains ouverts tous les jours de la semaine. Certains ne sont ouverts que sur certaines journées de la semaine. Et l'amplitude horaire est, nous, pour l'instant, dans tous les centres la même, de 10h à 22h. D'accord. On met des desiderata sur un planning et après, on a un médecin qui gère les plannings en sachant les préférences des médecins. Certains n'exercent que sur un seul centre, d'autres exercent sur différents centres. Donc, on peut tout à fait aller travailler en Isère un jour ou travailler dans la Loire ou le Puy-de-Dôme un autre. Voilà, c'est un nombre de jours. Certains ne font que du centre de soins non programmés. D'autres ont une activité à côté. En fonction du nombre de jours, on signe un contrat en disant, voilà, moi, j'accepte d'exercer jusqu'à 10 jours par mois ou j'accepte d'exercer au minimum 5 jours, 3 jours ou 1 jour par semaine pour changer de pratique à ce moment. Donc là, c'est contractualisé avec la société, donc Urgence Plus, et ils arrivent à contractualiser ça avec des libéraux. Oui. Ok. Oui, c'est un contrat d'occupation puisqu'on vient se mettre à disposition de la structure. D'accord. Si demain, il n'y a pas de médecin qui est disponible le 1er décembre, enfin non, le 1er janvier, ou le 25 décembre, ou le lundi de Pâques, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous êtes ouvert les jours fériés. On est ouvert 7 jours sur 7, dimanche et jours fériés inclus.
Est-ce que la société Urgent Plus a un moyen en fait de forcer des médecins à dire il faut que tu viennes parce que nous il faut qu'on ouvre? Alors on a nos plannings à peu près 1 à 2 mois à l'avance. Ouais. C'est-à-dire qu'on sait les journées où il va manquer un médecin. Et il n'y a pas d'obligation de la part de la société puisqu'on est pour l'instant, les centres de soins non programmés n'ont pas une structure légale, un cadre officiel. Donc, on est considéré comme un cabinet de médecine générale. Et dans le cadre d'un cabinet de médecine générale, l'ouverture est laissée libre au choix du praticien. C'est-à-dire que si il nous manque un jour un médecin pour des raisons de planning, parce que personne n'est disponible le jour du 25 décembre sur l'ensemble des sites, ou parce que un dimanche il manque quelqu'un, et à ce moment-là, on a la possibilité de fermer. On n'a pas d'obligation, comme une maison médicale de garde ou comme un service d'urgence, de rester ouvert. C'est quoi pour un médecin l'attrait en fait qui fait que je vais aller travailler là? Est-ce que c'est le fait de faire de la médecine générale et de l'urgence, ou est-ce que c'est l'organisation, ou est-ce que c'est un mélange des deux, ou c'est en fait moi j'aime bien travailler 10 jours par mois, 12 heures et ça me convient? Je pense qu'il y a un mélange des deux, effectivement. Une appétence pour les urgences, pour le soin non programmé. Appétence notamment pour voir. Alors, on fait beaucoup de pédiatrie, beaucoup de plaies. Donc ça, effectivement, il faut avoir. C'est un type d'activité qui correspond pas à tout le monde. Et puis après, sur une amplitude d'horaire, effectivement, qui correspond pour avoir d'autres activités en plus sur la semaine, ou en complément d'une autre activité qui est faite 2 jours par semaine. Ça peut compléter en plus. Et est-ce que tous les médecins qui sont dans ce SOT-là ont une vraie appétence pour l'urgence, avec une activité de médecin sapeur-pompier, de médecin correspondant SAMU, ou c'est juste des gens en fait qui disent moi j'aime bien ce mode de fonctionnement-là, donc je vais là, ou c'est une vraie motivation? Alors, il y a des médecins qui ont travaillé aux urgences. Ouais. Il y a quelques anciens urgentistes. Il y a des médecins généralistes qui avaient des cabinets de médecine générale qui finalement ont fermé leur cabinet de médecine générale pour faire du soin non programmé. D'autres médecins qui, beaucoup pour une partie, font de la médecine du sport, donc beaucoup de traumatologie aussi. Donc pareil, qui font ou une appétence d'urgence. Alors tous la plupart ne sont pas urgentistes ou ne continuent pas d'avoir une activité aux urgences. La structure avec laquelle nous on travaille gère aussi un service d'urgence, donc c'est Urge Plus, et donc beaucoup avant de commencer dans les centres de soins non programmés, on fait souvent des gardes aux urgences dans une clinique pour du coup c'est la clinique à Roanne? C'est ça. Et du coup je vois les personnes qui ont créé le système, effectivement. Parce qu'effectivement, c'est aujourd'hui, en fait, on a des sociétés qui commencent à se développer. Donc, il y a des sociétés où c'est des médecins qui développent. A priori, Urgence Plus, c'est ça, c'est des médecins qui ont développé. Il y a aussi des sociétés qui sont développées par des groupes cotés en bourse, qui ont autre mode de fonctionnement, avec plus un système de... quand ils sont cotés en bourse, on peut pas dire que c'est des trucs mutualistes, mais qui ont un système où ils vont salarier leurs médecins sur des actions comme ça. Donc là, vous, c'est vraiment du libéral et ils réfléchissent pas du tout à passer sur un truc où on va salarier les médecins. Non, c'est vraiment le choix. C'est vraiment c'est fait pour des médecins, pour que les médecins soient vraiment libres. Effectivement, c'est du vrai exercice libéral. Non, il n'y a pas du tout de ce qui est difficile, puisqu'effectivement sur le salariat ou d'autres, à part la partie secrétariat comptabilité, chacun est libre de choisir même un comptable ou d'autres secrétariats en plus, ce qui est tout à fait possible. D'accord. Par contre, du coup, il faut être d'accord avec les secrétaires qui sont embauchés, il faut être d'accord avec le logiciel qui est utilisé, il y a toute une préparation où on vous explique les choses, où il y a la possibilité de dire non, moi j'aime pas ce logiciel-là, je préfère celui-là, et vous pouvez utiliser ce logiciel ou pas du tout? Non, on n'a pas de différence entre les sites. C'est vraiment on accepte de travailler avec le modèle. Il y a des gens effectivement qui ont du mal avec le logiciel, d'autres qui vont dire moi ça me correspond pas la manière de travailler. Les premières journées, elles sont toujours doublées. C'est-à-dire qu'il y a un des médecins qui vient pour expliquer le fonctionnement, et à ce moment-là, la personne dit, moi, finalement, ça me correspond pas bien, il y a le logiciel, je vais avoir du mal, ou finalement, il y a trop de monde, ou je sais pas chacun est libre, après un essai, une journée d'essai, de dire, finalement, ça me correspond pas, ou de prendre un contrat pour quelques mois, et dire, moi, je fais un contrat pour 2-3 mois, mais je suis pas sûr que ça me plaise, donc je vais pas continuer après avec. Là, on a vu tout ce qui était l'aspect administratif.
au niveau médical. Moi, je suis un patient, 2 types de patients que vous accueillez. Est-ce que vous accueillez, donc, on a bien compris, les urgences non vitales. Donc, vitales, c'est orienté directement vers les services d'urgence standards. Est-ce que vous pouvez avoir, parce que j'ai fait une longue carrière chez les pompiers, en tant qu'infirmier chez les pompiers, je travaillais au CODIS et régulièrement on appelait le SAMU, on avait des patients qui étaient orientés vers les centres de soins non programmés grenoblois en disant bah non, en fait ce patient-là c'est pas de l'urgence, il va pas aux urgences, il va dans ce soin non programmé. Donc vous avez vous aussi ce type de patients qui peuvent vous être orientés par le SAMU? Oui, alors on a des patients qui sont orientés par le SAMU. Pour une partie des centres, on a des créneaux qui sont réservés pour le SAMU, pour la coordination de ce qu'on appelle le service d'accès aux soins. Une partie des patients qui nous sont adressés par les médecins du secteur aussi, ceux qui n'ont plus de possibilité de rendez-vous dans la journée ou qui sont en vacances ou parce qu'il y a des choses qu'ils font pas. Ils nous adressent les patients et on a aussi beaucoup de personnes qui viennent en sachant que ça sera la structure qui pourra les accueillir parce que ils savent que il y a besoin de voir un médecin, mais en même temps, ils savent que ils n'ont pas besoin d'un plateau comme les urgences ou d'aller souvent encombrer les urgences comme ils le disent eux-mêmes. Mais du coup, par contre, moi, j'ai un certain âge, j'ai des maladies chroniques et mon médecin est parti en retraite, ce qui arrive quand même de plus en plus maintenant dans nos campagnes. Il n'y a pas de médecin qui le remplace. J'ai malgré tout besoin de voir un médecin, d'avoir des renouvellements de traitement, des choses comme ça. Est-ce que je peux faire appel à vos services ou pas? Alors, nous, le but du centre de soins non programmés, c'est de ne pas faire de suivi ni de renouvellement. Ouais. Malheureusement, dans les structures ou les lieux où sont installées les structures, c'est des déserts médicaux, comme sur la majorité du territoire français. Et il peut nous arriver sur certains cas pour éviter une rupture de traitement. Voilà, ça nous arrive pour dépanner, on va dire un dépannage. Alors, on essaie de reprendre un petit peu pour éviter justement qu'on arrive à une pathologie aiguë. Ouais. Une personne qui n'a plus son traitement pour la tension, qui n'a plus son traitement pour le cœur, ça devient compliqué de le laisser sans traitement. Mais les gens sont bien au courant qu'il y a eu un renouvellement de manière un peu exceptionnelle pour refaire le point, mais on incite et on voit avec les médecins du secteur à faire des courriers ou orienter vers des professionnels en cherchant aussi, en disant voilà, on sait qu'à tel endroit, et essayer de contacter aussi l'assurance maladie en leur disant il y a aussi un service à l'assurance maladie pour essayer de trouver des médecins traitants. Mais parfois, ils nous sont même adressés par l'assurance maladie en disant de manière exceptionnelle, allez dans ce centre, peut-être qu'ils vous feront. C'est toujours une probabilité où on renouvelle pas tous les médicaments non plus. On renouvelle pas de médicaments stupéfiants. Voilà. D'accord. Mais du coup, ça veut dire que vous avez un tri à l'accueil? Vous avez quelqu'un qui est à l'accueil moi, demain, j'arrive et je suis le même patient que tout à l'heure avec mon... et puis, oui, vous me l'avez déjà dit, mais j'ai toujours pas trouvé de médecin. Les 3 mois se sont passés, il faut que je renouvelle mon ordonnance. Je reviens vous voir. Est-ce qu'il y a un tri qui est fait ou On a peu de gens, ou alors de manière exceptionnelle, les gens sont souvent perdus, mis sur liste d'attente des médecins généralistes. Donc ça nous arrive on va dire de manière un peu plus c'est plus exceptionnel. Voilà, c'est ça. Certains patients qui sont vraiment plus loin parce que le médecin est parti à la retraite, mais ils arrivent en règle générale pour les pathologies chroniques à être repris par des médecins généralistes. Est-ce que vous avez, comme dans les centres les cabinets médicaux de montagne, la possibilité de faire des radios, des points de suture, des choses comme ça, ou pas du tout? Alors, les points de suture, oui. D'accord. On fait des points de suture, on fait de la petite chirurgie, tout ce qui est du drainage d'abcès, des choses comme ça. On a dans tous les centres des appareils d'échographie qui nous permettent un niveau de débrouillage, de voir à peu près. Et après, on travaille avec les centres de radiologie du secteur. Il suffit d'appeler le centre de radiologie et on a le cliché dans la journée avec l'interprétation dans la demi-heure, puisque la structure de radiologie, il y a des contraintes particulières en termes de structure et en termes d'autorisation aussi. Et les cabinets de montagne, c'est un monde particulier. Alors, il y a un centre au pied des pistes Urge, donc un centre dans le Cantal, d'accord, station du Durand, où là, effectivement, c'est un cabinet de montagne, donc on a la possibilité de faire des radios. Et donc, le fait de ne pas avoir ces cabinets de radiologie, c'est un choix qui est fait par vous ou c'est un choix qui est fait parce que légalement, c'est un peu plus compliqué et que les cabinets de montagne ont une autre réglementation qui leur permet de faire ça? Légalement, c'est plus compliqué, effectivement. Après, on essaie de travailler au maximum avec les partenaires pour s'inclure dans le secteur aussi.
Si on prend le cas de Saint-Étienne de Saint-Joire, on a un cabinet de radiologie qui vient de s'installer juste à côté avec un scanner aussi. On a la possibilité d'avoir des créneaux en urgence, mais ce qui était déjà le cas avec les cabinets aux alentours. Ou sinon, on voit avec les urgences rapidement si on a besoin d'un examen. Là-dessus, on a quand même un accès favorisé puisqu'ils savent qu'on a déjà fait une partie Du travail. du travail. Et après, du coup, justement, on parlait de la collaboration avec les structures. C'est pas un système de CPTS ou de cabinet médical. Du coup, comment vous arrivez à collaborer? Demain, vous avez un patient qui est le néphrite, il lui faut des antibiotiques. On va pas l'envoyer à l'hôpital pour ça, donc on va lui faire des antibiotiques IV. Vous avez des coordinations qui se font, vous avez des infirmières coordinatrices comme il existe dans d'autres secteurs ou pas du tout? Non, alors on n'a pas d'infirmière coordinatrice dans le secteur, on travaille avec les infirmières locales. Les centres de soins non programmés s'incluent dans les CPTS. D'accord. On est adhérent au CPTS pour justement le soin non programmé. Donc après, on travaille avec les partenaires, enfin les autres médecins au niveau local, les services de prestations à domicile, les infirmières à domicile, qui ont un maillage aussi dans chaque village. Et on a souvent des contacts, les pharmacies aussi. On a toutes les pharmacies. On a une nécessité. Si jamais on sait qu'il y a telle ou telle pharmacie qui le fait, ou alors on les appelle avant. Voilà, de garde. Souvent, elles savent aussi ce qu'elles peuvent prescrire s'il y a besoin. Et après, on a la possibilité vraiment, dans certains cas, de poser des perfusions en centre. Si vraiment la douleur est importante, à ce moment-là, on peut même poser des perfusions. Ouais. Du coup, vous avez des collaborations qui ont été définies avec justement les services, les pharmacies, les choses comme ça. Parce que souvent, quand on discute avec des médecins, moi, je me souviens quand j'étais jeune, mon médecin traitant, il faisait les points de suture, il faisait tout ce qu'il y avait à faire. Et quand on discute avec des médecins, ce qu'ils nous expliquent, c'est la problématique du matériel, c'est qu'ils n'arrivent plus à se faire renouveler le matériel parce que ils prescrivent, mais les gens leur ramènent pas. Du coup, vous, c'est du budget où vous achetez, vous faites le matériel, vous payez le matériel pour les points de suture, ou alors vous faites un système d'ordonnance, comme justement les cabinets de montagne où la pharmacie à la côté, elle vous livre le matériel. On a c'est la structure qui met à disposition, donc tout est sur place. D'accord. Et c'est nous qui c'est la structure qui achète l'ensemble du matériel. C'est-à-dire qu'on passe pas, on ne prescrit pas aux patients d'ordonnance pour qu'ils nous ramènent du matériel. D'accord. Nous, on a une logisticienne qui fait le plein, donc c'est-à-dire que tous les jours, qui passe toutes les semaines dans chaque centre, vérifier qu'il y ait suffisamment de kits de suture, qu'il y ait suffisamment de fils, de pansements, de bandages. Voilà, c'est bon. Et vous faites des plâtres ou pas? Alors, on fait pas de plâtre, Ouais. puisqu'il faut les radios. Après, c'est parce que dans l'organisation, pour l'instant, on est un seul médecin par centre. D'accord. Et que il y a aussi, c'est Le délai. le délai aussi de pouvoir gérer avec la radio et le refaire. Après, ça serait une possibilité. Il y a certains centres de soins non programmés dans d'autres secteurs, dans d'autres régions, qui font les plâtres parce qu'ils ont pareil la radio à côté. Donc ça pourrait. Et justement, là, vous êtes un seul médecin. Du coup, vous n'avez pas d'infirmiers qui sont, parce que j'ai vu aussi des centres de soins non programmés où ils ont même des consultations d'infirmiers pour faire le tri, une partie des choses pour les pansements, les choses comme ça, vous faire gagner du temps aux médecins. Vous êtes médecin entre guillemets solitaire et vous ouvrez le pansement, vous regardez la plaie, vous refermez et vous faites toutes ces choses-là. Oui, c'est ça. Nous, on fait dans les centres, dans nos centres, à nous, effectivement, on est un médecin et on fait l'ensemble de la prise en charge. Après, il y a des centres qui travaillent aussi avec des infirmiers libéraux, Ouais. ou des infirmiers du secteur, ou des infirmiers qui viennent faire une journée pour prendre en charge les douleurs aiguës, donc des postes de perfusion, les personnes qui ont des lombalgies chroniques, les pyélonéphrite ou les perfusions d'antibiotiques, avant de poursuivre à la maison, ou alors tout ce qui est les soins aussi, les pansements, donc effectivement. Mais il y a toujours la difficulté d'être, c'est souvent tous des gens libéraux. Après, il y a des endroits où il y a des assistantes qui font le tri, on va dire, tri à l'accueil, en disant voilà, là, il y a une plaie, peut-être qu'il va falloir appeler l'infirmier ou des choses comme ça. Et du coup, quand les patients arrivent, donc on ouvre le cabinet à 8h, on a 15 patients, c'est chacun son tour, ou alors justement, il y a quelqu'un qui arrive à faire le tri en disant lui, il va peut-être falloir le voir avant, et lui, attendez, vous, c'est pas bien grave, c'est un renouvellement d'ordonnance, c'est pas une urgence. Comment ça se passe? Nous, dans les centres, on a une borne à l'entrée, effectivement, avec des motifs d'accueil. La personne arrive, est-ce que c'est un motif médical, traumatologique, un adressage par le SAMU ou un autre motif? Effectivement, et dans les motifs, on va dire dans un motif médical, il peut y avoir ou de la fièvre
ou par exemple une douleur thoracique. Et en fait, nous, on a un logiciel qui nous permet d'avoir des alertes quand il y a une personne qui est qui clique que c'est une douleur thoracique ou qu'il y a un adressage du SAMU. Et après, les gens récupèrent un numéro et ils suivent leur numéro au fur et à mesure. Si jamais on voit qu'il y a des difficultés, alors on a un accès à la salle d'attente et on voit en fonction de comment sont les personnes. Et il y a quand même une bienveillance entre les patients en disant, voilà, quelqu'un qui vient pour une plaie qu'on n'a pas eu le temps de voir parce que finalement il est arrivé pour sa plaie, il a pris son numéro, mais il n'est pas resté. Ils nous disent, en fait, il y a quelqu'un qui a une plaie dehors. Est-ce que si vous voulez le voir, un enfant qui est pas bien, les nourrissons, une personne qui a fait un malaise qui arrive, effectivement, les gens nous disent, il y a quelqu'un dans la salle d'attente qui est pas bien ou qui est adressé par le SAMU. Et en règle générale, les gens sont assez bienveillants là-dessus. Vous n'avez pas les problèmes qu'ils rencontrent aux urgences, justement, avec les gens qui s'énervent parce qu'il y a trop d'attentes Non, les gens sont là-dessus. Non, il y a pas ce problème-là. En tout cas, alors il y a toujours des personnes qui ne veulent pas laisser passer d'autres, en disant il y a quelqu'un qui s'aide, mais bon, c'est mon tour. Mais c'est quand même pas le plus fréquent. Après, je pense que c'est parce que c'est aussi un milieu protégé là où vous êtes. Vous n'êtes pas au centre-ville et peut-être qu'en ville, ils ont d'autres problématiques qu'il n'y a pas justement dans la campagne. Oui, aussi. Je pense qu'il y a aussi ça. Et puis les gens viennent ici aussi parce qu'ils savent qu'aux urgences, ça va être long, ça va être compliqué. Là, ils vont pouvoir être vus. Ce qui est parfois difficile aussi aux urgences quand il y a d'autres urgences plus vitales qui arrivent. Effectivement, ça recule un peu le temps de passage. Donc là, vous avez mis des systèmes en place qui fonctionnent plutôt bien. Enfin, c'est vrai que pour l'avoir vécu, l'arrivée de celui qui avait à Grenoble en bossant chez les pompiers, c'était un truc qui fonctionne bien. Pour avoir déjà utilisé ce service-là, parce que justement, j'avais pas cette chance. À l'époque, j'habitais Mélan et c'était un peu plus compliqué. Quand on habite en montagne, on n'a pas du tout ces problèmes d'accès aux soins, parce que ça, c'est vraiment une chance qu'on a. Là, il y a quand même quelques réformes qui sont passées au niveau gouvernemental avec justement pour cet accès aux soins. Donc, vous avez eu la CPM qui refuse de vous rembourser les soins, maintenant les dépassements pour les travaux de nuit après 20 heures, si j'ai vu passer ça. Le fait qu'il y ait le nouveau texte qui est en train de sortir pour dire que les médecins vont devoir aller faire des gardes dans des centres en dehors. Comment ça va vous impacter, vous ? C'est des pistes de réflexion qui sont encore en cours, puisqu'on a certains centres avec des dérogations, comme les cabines de montagne, comme certains centres de soins non programmés, où on essaie de travailler avec justement les institutions qui, pour l'instant, n'ont pas de solution à nous proposer. Donc, on est en train de chercher si jamais on doit continuer de travailler la nuit, ce qui est encore nous, pour l'instant, le cas, puisqu'on a une dérogation qui s'arrête là, qui s'arrête le 30 juin. Ouais. Mais il y a d'autres départements où on leur a demandé effectivement de ne plus travailler la nuit, mais qui restent parfois souvent ouvertes avec une majoration plus faible que ce qui ne l'était avant. Vous êtes conventionné CPM, et donc du coup les patients ils ont rien à avancer, ou vous avez des dépassements d'honoraires ? Alors on est conventionné secteur 1, c'est-à-dire qu'on est sans dépassement d'honoraires, une consultation au centre et au tarif de la sécurité sociale, une tarif de consultation de médecine générale. D'accord. Alors quand c'est un adressage SAMU, il y a une majoration d'urgence, et après les actes techniques, que ça soit une échographie, un électrocardiogramme ou une plaie, les sutures, c'est le tarif de la sécurité sociale. En fonction des pathologies, on a une partie qui peut être mise en tiers payant, voire pour les patients en 100% en ALD, en affection longue durée, une prise en charge par leur pathologie. ALD et CMU, du coup, c'est des gens qui viendront, qui sont pris en charge à 100%. Mais du coup, c'est pas quelque chose que, si on parle d'évolution, qui justement, un jour, parce qu'on va vous dire, imaginons qu'en 30 juin, ils trouvent rien de plus intelligent, vous dire, on vous paye plus les heures de nuit. Et vous allez leur dire, c'est bien, du coup, on arrête. Et est-ce que vous allez arrêter, ou est-ce que vous allez dire, à partir de demain, nous, on dit, on va continuer. Par contre, le patient, il aura, comme certaines pharmacies du centre-ville de Grenoble, où pour taper chez eux à partir de 20 heures, ça nous coûte 7 €. Et on a, étant donné qu'on est un secteur 1 conventionné, on n'a pas la possibilité de faire du dépassement. Et ça, c'est pas une évolution de dire, en fait, on va changer de secteur, passer en 2, voire en 3, pour en fait... Ouais, alors en secteur 3, c'est une possibilité. En secteur 2, il y a des critères stricts pour notamment les médecins généralistes. Un médecin, pour être en secteur 2, il faut avoir exercé pendant un certain temps à l'hôpital. Ce qui est rarement le cas pour un médecin généraliste. De plus en plus, justement, pour avoir accès à ces secteurs 2,
Mais non, pour l'instant, on est encore il y a encore beaucoup de travaux qui sont en cours et avec en fonction du sondage de chaque médecin de comment gérer tout cela. Et donc justement, l'évolution, vous, à 5 ans, vous imaginez ça comment, l'évolution des centres de soins non programmés? Est-ce que c'est quelque chose qui va perdurer, qui va se développer, il y en aura de plus en plus, ou c'est plutôt quelque chose qui est un truc transitoire jusqu'à ce que les gouvernements, peut-être qu'un jour, ils trouveront une solution justement sur ces déserts médicaux et ces réponses? Alors, à 5 ans, c'est difficile à dire parce que l'évolution de la santé évolue vite mais lentement aussi. Donc, on espère d'avoir un cadre législatif qui crée la structure de centres de soins non programmés avec des conditions spécifiques et des tarifs spécifiques aussi qui permettent une ouverture sur des amplitudes horaires larges, sur des jours fériés, sur une partie, sur un début de nuit. Mais voilà, c'est malheureusement un peu l'inconnu. On espère que ça puisse continuer puisque on sait qu'il y a plusieurs études qui sont en train d'être montrées justement sur le coût d'un passage en centre de soins non programmé contre un passage versus un passage aux urgences qui est bien moindre pour une pathologie qui ne nécessite pas un plateau technique majeur. Et ça, ils sont attentifs à ça, la CPAM, parce que nous, en tant que prestataire de santé, on leur a déjà montré, mais 50 fois, que ça coûte vachement moins cher de sortir un patient que de le laisser à l'hôpital. Leur réponse, c'est pas le même budget. C'est des discussions, c'est toujours là, effectivement. Il y avait les centres de soins non programmés se sont développés, se sont constitués alors par des groupes, par des associations, par des fédérations, et on essaie d'œuvrer vers le même côté, donc avoir le même discours auprès des CPAM, de leur dire voilà, on prend un certain nombre de patients, il y a un poids dans le système de santé qui coûte moins cher. Mais après, est-ce que ça va être entendu? Pour l'instant, ça a l'air de l'être une partie, mais encore, on ne sait pas tout à fait où on va aller. D'accord. Maintenant, je suis, moi, professionnel de santé, infirmier, médecin, ou je suis patient. J'ai la chance d'écouter ce super podcast. Qu'est-ce qu'on peut leur dire en disant, voilà, vous avez ça, venez chez nous, vous avez ça, c'est pas, on vous prend pas en charge. Assez simplement, avec des termes, parce que quand on parle d'urgence vitale, non vitale, c'est hyper clair pour un professionnel de santé. Enfin, pour ceux qui ont travaillé dans l'urgence, en tout cas, c'est hyper clair. Pour les autres, le patient ou certains professionnels de santé qui n'ont pas ces habitudes-là, comment on peut en fait schématiser? On fait pas de suivi chronique. On fait pas de vaccination. On fait pas les dépistages. On fait pas les renouvellements. Voilà. On fait les soins aigus non vitaux, c'est-à-dire tout ce qui va être qui nécessite pas une prise en charge donc vitale, c'est-à-dire pas les grands traumatismes, les malaises avec des pertes de connaissance qui durent longtemps, une douleur thoracique chez une personne qui est déjà cardiaque effectivement, voilà, ou des douleurs abdominales qui seraient pas calmées par un traitement simple initial. On peut vous appeler. Avant, il y a un secrétariat où vous êtes joignable pour dire « j'ai ça, est-ce que ça vaut le coup que je vienne chez vous ou pas ?» Non, on n'a pas de secrétariat, on n'a pas de pré-régulation pour l'adressage. Beaucoup passent par le SAMU, même déjà sur une pré-régulation au niveau du SAMU, ou par leur médecin, ou par les conseils en pharmacie, ou par par un infirmier, l'infirmier libéral ou un infirmier qu'ils connaissent. Donc voilà, là ça nécessite de pouvoir voir un médecin, mais en centre de soins probablement. Le nourrisson qui a de la fièvre depuis 48 heures, c'est le profil qui peut venir chez vous sans souci. Ah oui, qu'on voit tous les jours, effectivement. En pleine épidémie, pareil. Voilà, quand il y a toutes les personnes qui ont de la fièvre, on en voit énormément. À l'époque des les gastro, les bronchiolites. Voilà. En fonction de la saisonnalité aussi, beaucoup plus de traumatologie ou de plaies l'été, quand il y a plus de touristes, plus d'activités en extérieur. Donc le vététiste touriste qui a fait une chute en vélo et qui s'est abîmé l'épaule ou le bras et qui est un peu blessé, il peut venir chez vous, il n'a pas besoin d'aller aux urgences. Et si jamais, de toute façon, vous vous dites qu'il est aux urgences, on pourra le réorienter après, mais il peut passer par chez vous. Ah oui, il passe très fréquemment, celui qui a fait un week-end ou même qui arrive dans la journée avec une plaie. Voilà. Après, on ne prendra pas un bras qui est déformé ou un bras qui ne peut plus bouger du tout. Là, effectivement, ça nécessitera probablement une prise en charge aux urgences.
On a du coup fait un tour de toutes les choses, donc de l'expérience, de pourquoi vous êtes venu là, des aspects médicaux, de la perspective, de comment on imagine ça à quelques années. Est-ce qu'il y a des choses que vous souhaitez rajouter justement sur ce modèle-là pour dire à vos collègues, venez, c'est génial, aux patients de dire, venez, on va être capable de vous accueillir. Est-ce qu'il y a des infos que vous souhaitez encore passer justement sur cet exercice qui est quand même hyper particulier et hyper intéressant? Je trouve que c'est un bon exercice complémentaire à de la médecine générale pour un médecin qui aurait et une appétence pour les urgences et une appétence une appétence pour la médecine générale. Donc on travaille en lien aussi avec le secteur. Voilà, c'est important aussi de pouvoir dire qu'on fait le suivi, on fait pas le suivi, mais on travaille avec les autres professionnels du secteur. Ça veut dire que vous, médecin, vous avez l'autorisation d'exercer dans plusieurs cabinets? Oui, on a un exercice. Alors c'est des demandes. On a un cabinet principal et on a des cabinets secondaires. Voilà. D'accord. Et ça, c'est accepté facilement par la CPM? Alors la CPM, oui, alors après c'est le Conseil de l'ordre qui valide les cabinets secondaires. Donc c'est un travail, effectivement, on a un service juridique qui maintenant est assez habitué à ce genre de demande. C'est une évolution aussi pour l'ordre des médecins de pouvoir exercer dans différents lieux. C'est marrant parce que l'ordre des infirmiers, c'est quasiment un truc qui refuse à 100%. Oui, voilà. Après, c'est vrai que ça a mis du temps à être autorisé. Ce qui était autorisé dans un cabinet de montagne, d'avoir plusieurs endroits, et ce qui maintenant l'est dans d'autres endroits. Et d'ailleurs, c'est aussi un attrait pour les centres de soins, c'est de pouvoir exercer aussi dans différents milieux, d'être à différents endroits. Il y a des centres de soins qui sont plutôt en périurbain, d'autres qui sont complètement à la campagne. Ça veut dire que là, le médecin qui rentre chez Urgence Plus, il peut donc être au centre où vous êtes, il peut être à Roanne, il peut être je sais pas exactement où il y a des centres, mais il peut bouger dans tous les centres comme il veut. Et à chaque fois, il doit demander à l'ordre un nouveau cabinet, ou à partir du moment où il dit « je travaille dans les structures Urgence Plus », il va travailler où il veut. Alors, il y a des médecins qui font du remplacement, donc qui peuvent travailler où ils veulent, puisqu'après c'est des demandes de remplacement. Et après, des lieux d'exercice, il y a toujours un ordre principal, un lieu d'exercice principal et des lieux d'exercice secondaires. Et en fait, pour chaque installation, il faut demander à l'ordre dans lequel on vient installer. Du département, du coup. Du département dans lequel on est. Et après, les médecins décident en fonction de leurs possibilités, souvent de leur lieu d'habitation ou de leur choix d'exercice, en disant c'est vrai que celui-ci de centre où j'ai exercé m'a plu parce que le cadre est bien, parce que c'est plus proche de la maison, voilà. Et donc, on peut choisir d'aller à tel ou tel centre en collaboration avec la structure à ce moment-là. Et du coup, il y a des médecins qui un jour feront des carrières complètes dans ces centres de soins non programmés, ou c'est plutôt ce que vous dites en disant c'est un passage ou c'est en plus d'une activité que j'ai déjà? Je pense que ça peut être une activité qui se fait sur le long terme, sur une carrière en centre de soins non programmés. Super. Des choses à rajouter? Merci. C'était un plaisir. Pour conclure cet épisode, riche en enseignements, nous avons pu découvrir comment les centres de soins non programmés constituent une réponse innovante aux défis actuels de notre système de santé. À travers le témoignage du Dr Huot, nous avons exploré une pratique médicale qui allie proximité, réactivité et qualité des soins. Les centres de soins non programmés représentent une évolution majeure dans l'organisation des soins, offrant une solution concrète à la désertification médicale et à l'engorgement des services d'urgence. Cette approche permet de répondre efficacement aux besoins des patients tout en optimisant les ressources médicales disponibles. Pour les médecins souhaitant s'orienter vers cette pratique, il est essentiel de développer des compétences spécifiques en gestion d'urgence tout en maintenant une approche globale du patient. La flexibilité, la réactivité et le travail en équipe sont des qualités indispensables pour réussir dans ce domaine. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de Psychadom, la voie du soin à domicile. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun de nos prochains épisodes. N'hésitez pas non plus à liker et à partager cet épisode. À très bientôt